Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde, croyez-moi, fascinant de l'anesthésie. On a souvent l'image d'une simple étape, un peu de routine avant de passer au bloc. Mais en réalité, c'est une discipline médicale d'une complexité incroyable, où chaque décision, chaque geste est absolument crucial pour la sécurité du patient. La question qui va nous servir de fil rouge est donc la suivante. Est-ce que l'anesthésie est devenue un acte banal ou est-ce que ça reste un véritable art de la précision ? Eh bien, vous allez voir que derrière ce geste se cache toute une science, une expertise qui sont entièrement tournées vers une seule chose, la sécurité et le confort du patient. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ne démarre pas dans la salle d'opération, loin de là. Le tout premier acte, et sans doute l'un des plus importants, c'est la consultation pré-anesthésique. C'est vraiment la pierre angulaire, le fondement de la sécurité pour toute la procédure qui va suivre. Cette consultation, elle est extrêmement bien structurée. On commence par balayer tous les antécédents, médicaux, chirurgicaux, les allergies, tout est passé au crible. Ensuite, place à l'examen clinique, un examen complet, mais vraiment orienté vers les points clés pour l'anesthésie. Et enfin, étape indispensable, on fait une revue méticuleuse des traitements en cours. Parce que, bien sûr, certains devront être ajustés ou même interrompus. Et là, on touche à un point absolument essentiel, l'évaluation des voies aériennes. Pendant une anesthésie générale, il faut pouvoir garantir la ventilation du patient. C'est la priorité numéro 1. Anticiper qu'une intubation pourrait être difficile, c'est se donner la chance de préparer d'autres stratégies pour ne jamais se retrouver dans une situation d'urgence vitale. Pour prédire ces difficultés, les anesthésistes ne laissent rien au hasard. Ils utilisent des scores, des critères très précis. La classification de mal-empathie, par exemple, permet d'évaluer ce qu'on voit au fond de la gorge. On mesure l'ouverture de la bouche, on vérifie l'état des dents pour ne rien abîmer et on teste la mobilité du cou, sa capacité à basculer en arrière et en avant. C'est une vraie analyse biomécanique pour anticiper le geste. Là, on aborde un autre point crucial. Comment gérer les médicaments qui fluidifient le sang ? C'est un équilibre super délicat à trouver. D'un côté, on a le risque hémorragique pendant l'opération. De l'autre, le risque de caillot, de thrombose, si on arrête tout. Alors pour chaque type de médicament, que ce soit les fameux AVK, les antivitamines K, ou les plus récents comme les AOD, la décision se prend vraiment au cas par cas. Ça dépend du type de chirurgie et du profil de risque du patient. Un vrai casse-tête stratégique à chaque fois. Passons maintenant au cœur du réacteur, l'anesthésie générale. Attention, il ne s'agit pas juste d'endormir quelqu'un. C'est l'induction par des médicaments d'un état d'inconscience qui est totalement contrôlé et bien sûr réversible. Le but est de protéger l'organisme de l'agression que représente la chirurgie. Cette définition résume parfaitement le concept. Pour avoir une anesthésie générale qui soit à la fois complète et sûre, il faut agir sur 3 fronts en même temps. On les appelle les 3 piliers, l'hypnose pour la perte de conscience, l'analgésie pour le contrôle de la douleur et la curarisation pour le relâchement musculaire. Le premier pilier, donc, c'est l'hypnose. C'est l'état provoqué par les médicaments qui va abolir la conscience et la mémoire. C'est grâce à ça que le patient n'a absolument aucune perception ni aucun souvenir de ce qui se passe pendant l'intervention. Pour arriver à cet état, on utilise des médicaments très puissants. Le propofol, par exemple, est un agent qu'on injecte en intraveineuse, très courant pour l'induction car il agit très vite et pas très longtemps. Ensuite, pour maintenir l'anesthésie, on peut soit continuer avec des produits intraveineux, soit passer leur relais à des gaz anesthésiques, comme le sévoflurane, qui sont administrés par le respirateur. Deuxième pilier, l'analgésie. Il faut bien comprendre que même si on est inconscient, notre corps, lui, réagit à la douleur. Le cœur s'accélère, la pression artérielle monte. L'analgésie, son rôle, c'est de bloquer toutes ces réactions à la source. Et pour ça, on utilise des morphiniques de synthèse. Ce sont des opioïdes extrêmement puissants. Pour vous donner une idée, le sufentanil est des centaines de fois plus puissant que la morphine. Cette force de frappe permet d'assurer une absence totale de douleur et de garder le patient très stable sur le plan hémodynamique pendant toute l'opération. Et enfin, le troisième et dernier pilier, la curarisation. Les cureurs, ce sont des médicaments qui vont bloquer la transmission entre les nerfs et les muscles. Résultat, un relâchement complet de tous les muscles striés du corps. C'est absolument indispensable, d'abord pour faciliter l'intubation et ensuite pour offrir au chirurgien des conditions de travail parfaites, sans aucune contraction musculaire qui pourrait le gêner. Évidemment, une technique aussi puissante n'est pas sans risque. Aujourd'hui, ils sont devenus extrêmement rares, grâce à la rigueur des protocoles et à la surveillance permanente, mais c'est essentiel de bien les connaître pour savoir comment les prévenir. On peut en retenir 3 principaux. D'abord, la réaction allergique grave, le choc anaphylactique, qui peut être lié au curare ou à certains antibiotiques.
Ensuite, l'échec de l'intubation, c'est l'urgence vitale par excellence qu'on cherche à tout prix à anticiper en consultation. Et enfin, l'inhalation du contenu de l'estomac qui est acide. C'est pour ça qu'on répète sans cesse la consigne fondamentale d'être à jeun. Allez, on change de registre et on passe à une autre approche de plus en plus utilisée, l'anesthésie locorégionale. Ici, l'idée n'est plus du tout d'endormir le cerveau. Le but, c'est de bloquer la transmission de la douleur sur une zone bien précise du corps, et uniquement celle-là. Cette comparaison résume tout. En anesthésie générale, on débranche le cerveau. En anesthésie locorégionale, le cerveau reste connecté, mais il ne reçoit tout simplement plus les messages de douleur qui viennent de la zone qu'on opère. Le patient peut donc rester parfaitement éveillé ou alors recevoir une petite sédation pour être plus confortable. Il y a plusieurs grandes techniques dans cette famille. La péridurale, bien sûr, très connue pour les accouchements, a une action assez lente mais qu'on peut faire durer. La rachianesthésie, qu'on utilise beaucoup pour les césariennes, est beaucoup plus rapide et intense. Et puis, il y a les blocs nerveux, où l'on va anesthésier un nerf ou un groupe de nerfs très précisément, par exemple pour opérer une main ou un pied. L'acte d'anesthésie ne s'arrête pas au dernier coup de bistouri. La phase de réveil est un moment de transition super important. Et l'objectif numéro 1, c'est que ce réveil se fasse de la manière la plus confortable possible. Et ça veut dire sans douleur. Cette phrase, c'est un peu le mantra de l'analgésie moderne. Au lieu d'attendre que la douleur post-opératoire s'installe pour sortir les médicaments, on va mettre en place toute une stratégie pour qu'elle n'apparaisse pas, ou en tout cas, le moins possible. C'est une approche qu'on appelle proactive. Mais alors, comment on fait ça ? En fait, c'est une question de timing et de connaissance des médicaments. Vers la fin de l'intervention, l'anesthésiste commence déjà à injecter les premiers antidouleurs, comme du paracétamol en intraveineuse. Le but du jeu, c'est de calculer le coût pour que le pic d'efficacité du médicament arrive pile au moment où l'anesthésie se dissipe et où le patient se réveille. Le résultat, quand c'est bien fait, c'est une transition presque imperceptible entre l'analgésie très profonde de l'opération et le confort au réveil. Le relais est pris en douceur et ça évite au patient le choc d'une douleur très forte en émergeant de son anesthésie. Finalement, on le voit bien, l'anesthésie moderne, c'est bien plus qu'un simple acte technique. C'est un véritable parcours de soins. C'est une chaîne de sécurité qui ne s'interrompt jamais, depuis l'évaluation minutieuse en consultation jusqu'à la gestion anticipée de la douleur au réveil. C'est tout l'art de la médecine périopératoire. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Alors que la pharmacologie et les appareils de surveillance ne cessent de progresser, est-ce qu'on se dirige vers des anesthésies entièrement sur mesure, adaptées au profil génétique, au métabolisme de chaque individu ? Le voyage de cet art de la précision, en tout cas, est loin d'être terminé. Merci de votre attention.